À quoi ça peut ressembler un cours de philosophie en temps de pandémie? Quand, à n'importe quel moment, on peut se retrouver dans une situation où il y a des urgences sanitaires, où on doit encore plus restreindre l'accès aux bâtiments des institutions d'enseignement. Est-ce que si vous avez eu une mauvaise expérience au printemps 2020, est-ce que vous allez revivre de l'improvisation? Qu'est-ce qui va se passer? C'est plein de questions légitimes auxquelles je vais répondre dans cette capsule. De façon plus précise, eh bien, je vais faire un survol des évaluations du cours parce que les évaluations, c'est ce qui détermine beaucoup l'organisation générale, l'objectif vers où on s'en va. J'ai regardé donc les évaluations avec vous, j'ai regardé des principes d'accompagnement. Le cours va tout simplement avoir lieu à distance physique, il va être complètement déconfiné des murs du bâtiment. On sort des murs du bâtiment, on ouvre les fenêtres, on y va de façon déconfinée. C'est la façon qui m'a semblé la plus stable. Donc, on va y aller dans un cours complètement à distance. Il y a plein de questions que ça peut soulever chez vous. Et je les éclairer notamment avec le type d'accompagnement. Comment ça fonctionne? Je vais évoquer pour vous l'idée d'une classe inversée. C'est pas du tout une nouvelle idée, mais regardez comment est-ce que ça peut être salutaire pour un enseignement en ligne, à distance physique. Distance physique qui n'est pas du tout une distance pédagogique. On va regarder comment ça peut s'organiser avec aussi les notions de design universel pour l'accès à l'apprentissage, à l'éducation, puis comment est-ce que on peut encadrer tout ça. Donc, dans la capsule ici, j'espère que vous allez pouvoir trouver plusieurs réponses à ces questions-là. On y va par le premier morceau, les évaluations pour le cours. Ça va situer les choses. Et dans les évaluations pour le cours, si vous allez regarder dans le plan de cours, vous avez ça sur le site. Vous allez dans le menu en haut, si vous allez dans l'onglet déroulant page, ben vous sélectionnez plan de cours, puis vous avez accès à tout le plan de cours. Si vous regardez au niveau des évaluations, il y a une évaluation de 10% examen de connaissances sur des notions de base, 20% pour une première dissertation, ensuite un autre 10% qui est un examen de compréhension des théories et de l'évaluation critique des théories, c'est un morceau très important. Ensuite, un autre 20% pour une deuxième dissertation et le morceau final, 40% pour la dissertation finale. Et il y a une possibilité aussi, 3% en boni qui peut être donné pour un compte-rendu sur une conférence. Je vous présente brièvement ces évaluations-là, mais j'y vais en commençant par la fin, parce que la fin, c'est tout simplement l'objectif général. J'y vais avec le plus gros morceau, l'épreuve synthèse, et je commence tout de suite avec ça, qui est 40%. C'est un assez grand morceau, 40% de la note. Donc, ça va déterminer le reste. Je sais qu'il n'y a pas personne qui veut se ramasser rendu à l'épreuve synthèse et être stressé, est-ce que ça va passer ou échouer, ou je m'organise pour que, rendu à l'épreuve synthèse, vous soyez en pleine maîtrise et qu'il n'y ait pas de stress inutile pour ça. Donc, ça oriente les choses. L'épreuve synthèse, le 40%, je vous situe un peu la chose. C'est une dissertation et une dissertation qui est applicative. Dans le fond, au niveau collégial, au cégep, vous avez 3 cours de philosophie obligatoires. Vous pouvez en prendre d'autres, mais il y en a 3 qui sont obligatoires en formation générale pour tous. Et chacun de ces cours-là a un modèle de dissertation finale qui est différent. En philo 1, quand vous avez fait philo 1, le modèle de dissertation finale, c'est une dissertation argumentative. Il s'agissait d'argumenter sur un sujet. Par exemple, est-ce qu'il y a une vérité possible au niveau des jugements de valeur? Supposons, là, vous définissez les concepts. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'on entend par vérité ici? Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par jugement de valeur? Donc, définir les concepts, ensuite montrer en quoi la question est fondamentale, qu'elle va avoir des conséquences concrètes,
en quoi elle est controversée. Ensuite, il s'agit, une fois que vous avez clarifié les concepts, prendre position, argument pour, contre. C'est un modèle argumentatif. On argumente, on montre le débat qu'il peut y avoir autour de la question. Ça, c'est le modèle que vous retrouvez en philo 1, qui est le modèle que vous retrouvez dans les devis ministériels. Donc, peu importe votre prof, peu importe votre cégep, votre institution d'enseignement, c'est le modèle général de philo 1, qui est une dissertation argumentative. En philo 2, conception de l'être humain, là, c'est un modèle de dissertation qui est une dissertation comparative. Il s'agit de comparer des perspectives philosophiques sur une question fondamentale. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une question du genre, est-ce que l'être humain est réellement libre de devenir ce qu'il veut être en tant qu'individu? Donc, pas simplement libre politiquement, mais est-ce qu'on est libre d'être, je sais pas moi, audacieux ou plutôt réservé? Est-ce qu'on se définit réellement comme on veut ou pas? Bon, ça pourrait être une question philosophique, puis là, on pourrait comparer différentes conceptions, par exemple. Pour Nietzsche, la liberté est illusoire. Dans le fond, c'est nos pulsions, les forces intérieures, et même la raison serait une force, et finalement, on est déterminé par ces choses-là qui se jouent à l'intérieur de nous. Pour d'autres, Sartre, par exemple, pourrait dire l'être humain est plutôt libre, il se définit par ses choix de vie, l'orientation qu'il donne. Bon, ça, c'est philo 2. Modèle de dissertation, c'est une dissertation comparative. Et là, même chose, c'est le canevas que dans le devis ministériel, peu importe votre prof, peu importe votre cégep, c'est le modèle qu'on retrouve. Dissertation, dans le cours de philosophie, dans votre 3e cours de philosophie, donc philosophie éthique et politique, donc le cours sur les questions éthiques et de justice. Dans ce cours-là, c'est une dissertation qui est applicative. Donc, c'est ce cours-ci. Donc, dans le présent cours, on est dans ce 3e modèle de dissertation-là, donc une dissertation applicative. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est une dissertation applicative? Bien, c'est tout simplement que on examine un problème éthique, un dilemme éthique, et ensuite, il s'agit de résumer ou d'expliquer une première théorie éthique, philosophique, pour ensuite, et c'est le morceau le plus important, ensuite l'appliquer concrètement au problème éthique. Ensuite, même chose, une deuxième théorie. C'est quoi les critères de quelqu'un qui adhère à telle théorie? Ensuite, on l'applique au problème éthique. Et ensuite, il y a une prise de position personnelle et critique sur le même problème éthique. À quoi ça peut ressembler? On va le voir évidemment en détail pendant la session. Je vous donne un exemple très général, très rapide, là, pour juste vous donner une idée générale. Supposons qu'on prend comme problème éthique... c'est un problème éthique qui est dans votre cahier de notes et d'exercices que je vous fournis aussi, que vous trouvez sur le site éthiqueetjustice.patriciatourneau.org. Si vous regardez là-dedans, un problème éthique, supposons, c'est le cas que j'ai appelé le cas avec Anatole et Gertrude. Supposons qu'un individu, début vingtaine, donc très jeune, avait pour projet de continuer ses études, aller à l'université. Supposons que ses parents décèdent, et là, il doit savoir est-ce qu'il s'occupe de sa jeune sœur ou demi-sœur, dans le cas, ou est-ce qu'il poursuit ses études. On pourrait l'examiner sous un angle, par exemple, d'une première théorie, qui serait une théorie utilitariste, conséquentialiste. Donc là, il s'agirait de résumer c'est quoi les critères. Quelqu'un qui adhère réellement à l'utilitarisme, comment est-ce qu'il va raisonner? Donc là, il va raisonner en se disant, il faut chercher le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, mais en tenant compte de la durée, des conséquences, de leur intensité, etc. Il y a d'autres critères. OK, on le résume, mais ensuite, il s'agit de voir, OK, appliquer à ce cas-là, un utilitariste, quelle décision serait considérée comme la plus éthique, la plus juste, la plus souhaitable? Ben là, il s'agit de l'appliquer. OK, dans ce cas-ci, qui est impliqué? Le grand frère, la petite sœur, les oncles qui pourraient peut-être s'en occuper, les amis, l'entourage, copains, copines, etc.
Ensuite, la fillette elle-même, etc. Et un utilitariste, ben, il en viendrait, quand il fait tout le calcul, à la conclusion que c'est mieux éthiquement de tel choix plutôt que tel autre choix. Aussi, on peut le regarder avec une deuxième théorie éthique. Supposons quelqu'un qui adhère à l'éthique du devoir de Kant, ben lui, ses critères, c'est quoi? On le résume. Ah, il y a des filtres, critères universalisation, naturalisation, réversibilité, etc. Bon, mais, concrètement, face à ce problème-là, ça s'applique comment? Ben, ça s'applique que il y a deux règles d'action qui sont tel truc, on les applique, on fait les filtres. Donc, un kantien considérait que c'est mieux de, dans ce cas-ci, par exemple, d'avoir la responsabilité de s'occuper de la domicile, même si ça compromet les projets personnels, réalisation de soi, etc. Ensuite, prise de position personnelle. C'est très, très, très résumé, là. Je vais y revenir, faites-vous-en pas, mais l'épreuve synthèse, dans le cours de philosophie éthique sur les conceptions donc éthiques, politiques, sur la justice, sur ce qui nous semble juste, bon, souhaitable, ben, l'épreuve synthèse, c'est une épreuve où on doit disserter autour d'un problème éthique concret, tangible, qu'on pourrait retrouver dans la vie quotidienne ou qu'on pourrait trouver dans les champs d'études. C'est juste de voir, ben, OK, en quoi est-ce que c'est un problème éthique? C'est quoi les valeurs impliquées? Quel conflit de valeurs ici? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus qu'une position qui est défendable? OK, on y va au niveau des fondements. Quels sont les grands fondements de théorie qui teintent un peu les débats qu'on peut retrouver dans notre environnement? Le monde, la culture contemporaine, le monde séculier qui nous environne. Et comment ça va se raisonner ces problèmes-là à la lumière de tel, ou en fait dans l'encadrement de telle ou telle perspective. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ça, c'est le modèle de l'épreuve synthèse pour votre cours de philosophie éthique, éthique et justice. Ça, ben, ça donne déjà une certaine orientation. Ça fait en sorte que quand on va examiner les différentes théories, on va les examiner pour voir leur application. Comment est-ce que ça s'applique concrètement? Donc, c'est ce qui en fait aussi probablement le cours où les liens avec la vie quotidienne sont les plus clairs parce que ça fait partie de l'objectif général. Donc, ça donne l'orientation. Ensuite, bien, ça explique pourquoi il y a dans les évaluations de la session, je mets 2 dissertations. Ben, les dissertations en cours de session, c'est tout simplement que je prends le modèle de la dissertation finale, je l'allège de la partie prise de position personnelle avec évaluation critique personnelle pour me concentrer sur explication et application de 2 théories éthiques. Là, je le fais, je vous le fais faire, en fait, c'est vous qui allez le faire, mais avec, dans le fond, 2 problèmes éthiques où à chaque fois, il y a 2 théories différentes. Donc, quand vous arrivez à l'épreuve synthèse, vous allez déjà avoir disserté en utilisant 4 théories éthiques. Donc, la façon que je vais vous faire articuler ça, ça fait en sorte que pour pouvoir faire ça, ben, on est déjà dans une bonne intégration. À l'épreuve synthèse, il n'y a pas de stress. D'ailleurs, l'épreuve synthèse, si vous vous demandez c'est combien de mots, techniquement, c'est minimum 900 mots, mais je vous le répéterai pas très souvent parce qu'il n'y a pas à se stresser sur le nombre de mots. Je vais vous donner les étapes très claires, les éléments à remplir. Puis, même si habituellement, vous n'avez pas l'habitude d'écrire des longs textes, je vous assure que pour remplir les différentes étapes, clarifier les choses, vous allez facilement, très, très, très facilement dépasser le 900 mots. J'ai des étudiantes des fois qui me disent « Je crains pas me rendre à 900 », puis quand ils font l'épreuve synthèse, ils me remettent ça avec le sourire, puis ils m'ont fait 2300 mots facilement. Donc, stressez-vous pas pour ça, ça va bien se passer. Donc, cette évaluation-là explique donc qu'on va faire deux dissertations qui préparent à l'épreuve synthèse, dans le fond. Ensuite, il y a 2 autres évaluations qui sont de nature différente, qui sont plus au niveau de la compréhension, de la connaissance. Premier examen, qui va être un examen de connaissance, là, qui est de nature différente, c'est qu'au lieu d'être sous forme de dissertation, ça va être des réponses plus brèves à des questions de connaissances sur les notions de base qu'on va voir et sur la théorie de Kohlberg. Donc, il s'agit de s'assurer que
on maîtrise le bagage et le langage aussi nécessaire à la poursuite du reste. Donc, ça va être une nature différente, plus bref aussi là, que les dissertations. Ce ne sera pas autour d'un problème éthique. S'approprier le langage et les notions, les concepts de base pour le reste. Et ensuite, ça va être vers la fin aussi, il va y avoir un examen de compréhension des théories éthiques et de leur critique, qui est là aussi quelque chose de nature différente. C'est que les dissertations servent à assimiler les étapes, comprendre comment on applique des théories à des problèmes concrets pour l'épreuve synthèse, la dissertation finale. L'examen de compréhension à la fin, un 10%, c'est que il s'agit aussi en même temps de ne pas faire tout ça de manière mécanique ou de façon quasi aveugle, de dire « OK, un utilitariste résonne comme ça, un kantien résonne comme ça », puis finalement se retrouver devant ce qui serait une espèce de poutine de mélange de n'importe quoi ou d'espèce de buffet chinois, là, que tu sais, si ça me tente de faire telle affaire, je vais aller prendre les critères de l'utilitariste qui font mon affaire, puis si ça fait plus mon affaire, je vais aller prendre les critères de machin que ça fait mon... Tu sais, ça serait un peu bête quand même de s'approprier des théories juste pour dire, après ça, je vais prendre celle qui fait mon affaire selon les circonstances, puis j'aurai aucune cohérence, puis finalement, les théories éthiques serviraient non pas à chercher ce qui est éthique, mais chercherait simplement à s'auto-justifier de, finalement, ce qui relève davantage de nos émotions, nos désirs, n'importe quel truc qui pourrait être des fois très peu noble. On regardera ça aussi dans les développements, là, le type de jugement. Donc, l'examen de compréhension cherche en même temps à s'assurer que dans le fil conducteur, on examine aussi les théories, qu'on puisse comprendre leur fondement, qu'on puisse comprendre pourquoi il y a des gens qui y adhèrent, pour qu'on puisse comprendre que c'est pas nécessairement quelqu'un qui est déficient, qui en vient à adhérer à telle ou telle autre théorie, qui a des fondements, qui a des justifications. Donc, on va chercher une compréhension de ça. En même temps, on va chercher une compréhension de l'évaluation critique, les faiblesses. Quel problème est-ce que ça peut causer d'adhérer entièrement au principe de telle ou telle théorie éthique parmi celles qu'on va voir. Donc, et là, je vous fais deux mentions tout de suite. J'y reviendrai dans le tour d'horizon à la fin, en cours de session, etc. Mais je vous dirais que quand c'est l'être humain qui essaie de se donner des critères éthiques, il y a toujours son angle mort. C'est comme en voiture, hein? Quand on regarde dans le miroir, on voit un horizon, on voit mieux, ça donne une certaine distance. Et c'est l'intérêt des théories philosophiques, éthiques, c'est d'essayer de mettre en perspective des intuitions qu'on retrouve de façon générale chez à peu près tout individu. Donc, ça cet intérêt-là, ça le met en perspective. Mais c'est comme le rétroviseur de la voiture. On change la perspective, on change de théorie philosophique, supposons. On change de perspective, hop, on a un nouvel angle mort. Puis on le retasse, on voit où on ne voyait pas avant, mais on ne voit plus ailleurs. Ça va être un peu le constat. Quand on y va avec les théories philosophiques développées au fil de l'histoire de l'humanité, si on nous donnait un peu un panorama de ça, ça aide à voir mieux les fondements, l'articulation, les perspectives d'intuition, de sentiments qui se retrouvent chez plusieurs personnes, dans plusieurs sociétés, même à plusieurs époques. Donc, c'est pas quelque chose d'extraterrestre. Mais en même temps, c'est ça, comme je mentionnais, il y a le constat vite que l'être humain a beau se forcer pour faire des critères qui lui semblent cohérents, ça pose toujours problème. Et il faut être conscient de tout ça, il faut le voir, il faut voir ces limites-là. Les théories philosophiques ont beau être raffinées ou même très raffinées, elles sont toujours défaillantes. Il faut le voir, et là, on pourrait se poser la question, mais si je vais chez mon mécanicien, je veux peut-être pas qu'il m'explique le modèle qui marche pas, j'aimerais mieux qu'il m'explique le modèle qui marche. Pourquoi voir des théories si on sait qu'ils ont toutes des faiblesses? C'est parce que
c'est pas comme si on était rendu dans un monde ou une culture où on a laissé le modèle qui marchait pas, comme pour le moteur de la voiture, pour adopter le modèle qui marche mieux ou qui est plus performant. C'est que ces théories-là qu'on va examiner, vous allez rapidement constater, si vous prêtez attention, qu'on les retrouve chez plein d'individus, dans plein de décisions, au niveau étatique, chez des décideurs politiques, on les retrouve au niveau social, dans des regroupements, on les retrouve dans des associations, on les retrouve dans même des organisations sans but lucratif, on les retrouve dans des entreprises, on les retrouve même chez nos voisins, voisines, parmi les membres de notre famille, dans notre entourage, les collègues de travail. Donc, ça aide à examiner tout ça avec une certaine distance, une perspective, mais aussi une évaluation critique. Donc, on va regarder ce fil-là. Donc, première direction pour les évaluations. Ces évaluations-là vont toutes avoir lieu à distance. Je vais vous envoyer les précisions là, en temps opportun. Là. Sinon, ça devient trop abstrait là, de parler d'évaluation avant même d'avoir vu de la substance un peu. Là. Ça devient juste abstrait. Question, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'accompagnement si les cours sont à distance? Parce que le cours va être entièrement à distance. Qu'est-ce qui se passe? Ben, premièrement, en se préparant déjà avec le cours à distance, la stabilité que j'espère que ça va vous apporter, c'est de ne pas être dans un stress à vous dire « Ouais, mais s'il y a une deuxième vague à la pandémie, s'il y a des restrictions, s'il y a un autre confinement, ou même si dans etc. » Là, vous pouvez imaginer plein de scénarios stressants, anxiogènes, etc. Ben, si déjà dès le départ, on se dit « OK, on fait la formation à distance physique, les évaluations aussi dans un mode à distance, ben, il n'y a pas ce stress-là d'être à la remorque, finalement, du développement ou du contexte, de la pandémie, etc. Donc, j'espère que ça peut vous rassurer. Le questionnement, par contre, que ça peut évidemment susciter, c'est « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec un cours qui est à distance? » Plusieurs éléments. Je commence par deux considérations. Première considération, c'est que j'essaie, dans le fond, de mettre ensemble deux notions qui sont pas nouvelles, là, mais deux notions. C'est l'idée de classe inversée et l'idée de conception universelle des apprentissages. En anglais, c'est le design, là, c'est peut-être plus parlant, c'est une conception, un design universel, là, une accessibilité universelle. Qu'est-ce que ça dit? Ben, l'idée de classe inversée, là, je ne vais pas entrer là, dans la théorie, qu'est-ce que c'est. Je pourrais vous donner des liens s'il y en a qui veulent en savoir plus, mais je pense concrètement, l'idée générale va être suffisante. L'idée de classe inversée, c'est juste que dans une classe régulière, quand on est en classe, le prof enseigne. Puis, quand on est à la maison, en tant qu'étudiant, on fait des devoirs, des exercices, etc. Certains, des fois, s'étaient posé la question, est-ce que c'est le bon usage du temps? Parce que quand on fait des exercices, c'est peut-être là qu'on aurait besoin du prof pour répondre à nos questions. Puis, peut-être que la matière, ce serait peut-être mieux de la faire, de la lire chez soi. Fait l'idée de classe inversée, là, je schématise, puis je rends pas, je fais pas honneur à toutes les nuances qu'on pourrait retrouver, mais l'idée de classe inversée, c'est un peu de dire, on switch les deux, c'est-à-dire, en classe, le prof fait de l'accompagnement plus pour les exercices, des choses comme ça, puis la matière générale, l'étudiant pourrait aller chercher de soi. Évidemment, on peut pas changer comme ça, etc., mais c'est l'idée générale, ça vous donne un peu l'idée générale. Pour le cours, ici, l'application de classe inversée, c'est que pour le contenu théorique, pour les explications, pour tout ce qui est, dans le fond, enseignement, diffusion
des notions que vous avez à apprendre. Donc, dans le fond, globalement, chaque fois que j'ai vraiment à parler comme un groupe de façon générale, ben, c'est ce que vous retrouvez dans les différentes capsules vidéo du cours. Et ensuite, le temps de contact entre nous, là, je vais le consacrer davantage pour de l'accompagnement qui va pouvoir être un accompagnement beaucoup plus individualisé. Sauf, avec la nuance, que en contexte donc de la pandémie, où on fait le cours hors des murs du bâtiment, ben, cet accompagnement-là ne se fera pas en classe, mais va se faire avec d'autres moyens techniques. Et c'est une joie que cette situation-là soit vécue à cette époque-ci parce qu'on a beaucoup d'outils techniques qui permettent ça. Donc, l'accompagnement va être beaucoup plus individualisé en termes d'accompagnement dans la mesure où là, je vais pouvoir le faire en petits groupes, en individuel, en fonction de questions. Là, on va pouvoir fonctionner par écrit. Il y aura des moyens aussi, audio, vidéo. Il y a différents moyens. Là, je vous ai envoyé l'information aussi là-dessus. Je ne vais pas entrer trop dans le détail parce qu'on va se perdre. Ça va faire des parenthèses dans lesquelles il y a des parenthèses, etc. Mais donc, ça va être l'accompagnement. Ensuite, ben, ce qui aurait été, disons, de l'enseignement plus traditionnel, plus magistral, même si je pense que le terme est peut-être pas le bon, là, mais disons, appelons ça comme ça, ben, c'est ce que vous allez retrouver dans les différentes capsules vidéo, donc qui sont regroupées ou que je regroupe sur le site pour le cours, donc éthique et justice.patricetourneau, mon nom, votre prof.org. Ces capsules-là, je vais les ajouter périodiquement. J'en ai ajouté des nouvelles au fur et à mesure. Donc là, au début de la session, il y en a moins, mais j'essaie autant que possible de les enregistrer le plus rapidement possible, de faire le montage. Donc, sur le plan technique, là, je passe le détail, mais il y a quand même une couple d'étapes. Puis pour intégrer certaines choses, bon, il y a des contraintes qui ne peuvent pas tout être faites en même temps, mais j'essaie de les faire le plus rapidement possible, d'en mettre le plus tôt possible. Le fonctionnement, c'est ces capsules-là, pour cette partie d'enseignement, c'est toutes des capsules enregistrées. Donc, vous pouvez écouter en mode asynchrone. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon directe. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. Et là, il y a une autre notion qu'on peut venir coupler avec ça ici, c'est la notion de conception universelle de l'apprentissage. En anglais, donc, c'est l'idée de Universal Design for Learning, donc le design universel pour l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée, dans le fond, de mesures adaptées pour tous. Ce qu'on fait parfois, c'est qu'on va donner des mesures adaptées pour des personnes qui ont certains besoins. En architecture, par exemple. Ben, en architecture, une personne qui a des problèmes de motricité ou qui a des problèmes avec sa dextérité, ben, au lieu d'avoir les poignées de porte qui sont rondes, et si on a de la misère, une personne qui a du Parkinson, par exemple, va avoir de la misère à tourner la poignée, ben, une mesure adaptée serait d'avoir une poignée qui permet de l'ouverture. Par exemple, un truc électronique, puis la porte s'ouvre, etc. Une autre. L'idée d'une adaptation universelle, c'est-à-dire, ben, ces arrangements-là ou ces accommodements-là, on peut les organiser pour qu'il y ait un intérêt universel. Quelqu'un, supposons, au lieu d'une poignée ronde, je garde l'exemple dans l'architecture, au lieu d'une poignée ronde, on a une poignée en forme de bec de canard, là, tu sais, le poignet qui est à l'horizontale, puis on pèse dessus sur la planche. Ben là, je reprends l'exemple, la personne qui fait du Parkinson, c'est plus facile si elle peut y aller avec le coude, par exemple, au lieu de sa main. Mais la personne qui a tout simplement un bébé dans les bras, ben, elle peut l'ouvrir avec son pied aussi. Elle peut l'ouvrir avec son coude. Donc, ça permet, c'est une mesure qui est adaptée, qui sert à davantage de gens que juste les personnes pour qui ça serait fait. Même chose, une rampe, elle sert évidemment pour les personnes en chaise roulante, mais elle peut servir avec quelqu'un qui a des parents qui ont un bébé dans une poussette, etc. Donc, vous voyez un peu l'idée, là. On retrouve ça en architecture, de dire, ben, des mesures,
on peut les penser aussi pour qu'ils rendent service à tout le monde. Ben, on peut penser à ça aussi au niveau de l'éducation. On peut donner un temps supplémentaire pour une personne qui a tel ou tel diagnostic au service adapté et qui aurait besoin de plus de temps supplémentaire, X pourcentage de temps supplémentaire parce qu'il y a etc. Et là, il va y avoir différents cas. La personne peut avoir dyslexie, peut avoir problème de concentration. Là, il va y avoir différentes mesures. Mais on peut aussi organiser les choses pour que ces mesures-là soient accessibles, même si quelqu'un n'a pas un diagnostic. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir besoin de temps supplémentaire parce que dans sa journée, il y a telle ou telle contrainte familiale, là, il n'y aura pas un billet du médecin ou un diagnostic ou une évaluation là, médicale qui ferait service mesures adaptées. Mais on peut penser à certaines mesures. Par exemple, s'il y a un temps supplémentaire qui est accordé pour tout le monde, ben ça sert à la fois pour les personnes qui ont les besoins de mesures adaptés, aux services adaptés, là, ce qu'on appelle les services adaptés, là, c'est les personnes qui sont habituées au milieu de l'éducation au collégial. Mais ça peut servir aussi pour les personnes qui ont d'autres raisons. Ils sont en très grand stress, ont une contrainte horaire pour le travail, puis ils vont commencer l'examen en retard, ont une contrainte familiale, parentale, s'il y a des étudiantes qui sont aussi parents, etc. Donc, l'idée ici, c'est que je veux, autant que possible, dans les limites du possible, évidemment, organiser les choses pour qu'il y ait ce design-là plus universel d'accommodement. Donc, un des éléments, c'est que je ne vais pas donner les cours, disons, magistraux d'enseignement en mode direct par Zoom, parce que ça fait en sorte que il pourrait y avoir plein de difficultés. Peut-être que quelqu'un a à garder des enfants pendant qu'il y aurait le cours. Peut-être que plein d'autres étudiants n'ont pas d'enfants. Mais peut-être que ça implique que pour leur patron, s'ils ont un emploi étudiant en même temps, il faudrait changer les horaires pour peut-être juste un 15 minutes qui ne fit pas. Ou peut-être que quelqu'un, c'est qu'il arrive avec 3 évaluations en même temps, puis peut-être qu'il aurait aimé décaler une évaluation, puis donc, je pense que vous comprenez l'idée. Là, je dis l'évaluation, mais ça peut être l'écoute du cours. Donc, en mettant les cours comme ça enregistrés, asynchrone, donc ils sont enregistrés, c'est pas en direct, vous pouvez les écouter quand vous voulez pendant la semaine. Vous pouvez les écouter plusieurs fois, si pour X raison, lors de la première écoute, vous en avez manqué des bouts, vous aviez plus de misère à vous concentrer. Si vous avez besoin de l'écouter plusieurs fois, vous pouvez. C'est disponible tout le temps. Je ne vais pas l'effacer la semaine après. C'est en ligne. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le contenu des cours est sous forme de capsules vidéo et que c'est regroupé sur un site web que j'ai construit pour ça et non pas dans une plateforme fermée. Qui a certains avantages, mais qui a aussi des restrictions selon les connexions Internet. Des fois, il y a certains problèmes. Si vous avez vraiment la joie que vous ayez quelqu'un dans votre entourage, des amis, un frère, une sœur, qui est là pour vous aider dans votre parcours, à partir du moment où c'est accessible facilement sur le web sans mot de passe, ces personnes-là peuvent aussi vous aider. Si vous avez un frère qui a déjà fait le cours puis il dit ça dépend du prof mais j'aimais ça mais j'aimerais ça t'aider mais là il peut aller voir si vous avez une question spécifique, etc. Si une journée vous avez des problèmes avec Internet, si vous habitez dans un lieu où vous êtes plusieurs à avoir besoin de la connexion Internet puis qu'à certains moments la bande passante ça rame un peu, bref, c'est là. Comme je mentionnais, là, malheureusement, je ne pouvais pas enregistrer les 45 heures de cours de toute la session, puis faire je ne sais pas combien d'heures de montage, puis de traitement, puis etc. Là, pour que, rendu au 1er août, tout soit en ligne et fait pendant l'été.
autant que possible, j'ai essayé de les ajouter le plus rapidement possible, mais en même temps, je ne veux pas trop précipiter les choses parce que j'aime mieux que ça soit fait quand même de façon assez stable pour mettre d'autres liens, intégrer les choses correctement. Allez voir les nouvelles capsules de façon régulière parce qu'il va s'en ajouter. La première fois que vous les consultez, la toute première fois, je passe par une extension YouTube. Première fois, vous allez devoir cocher, autoriser le vidéo, mais après ça, au fur et à mesure que je les ajoute, donc revenez régulièrement voir les ajouts, mais au fur et à mesure que je les ajoute, je vais peut-être en ajouter, peut-être que à un certain moment donné, il y aura peut-être les capsules vidéo supposons, des 5 premières semaines, puis peut-être que vous serez juste la 3e semaine, stressez-vous pas, supposons que vous êtes dans le temps, mais en même temps, s'il y a des personnes qui disent « Ah, mais moi, j'ai en ce moment moins de tâches dans mes autres cours, puis je voudrais prendre de l'avance dans celui-là, vous allez pouvoir aussi. » Donc, deux éléments qui vont vous aider. Dans le plan de cours, il y a l'horaire détaillé de la répartition. Donc, ça va vous donner une idée dans quel ordre on voit les choses, à quel moment arrivent les évaluations par rapport à ça. Puis, j'ai fait aussi une carte du cours. Allez voir la carte du cours, je vous suggère fortement de l'imprimer parce que en mode virtuel, là, vous allez en avoir beaucoup de trucs virtuels. C'est pas juste ce cours-ci. En plus, à un moment donné, ça prend quand même du concret. Donc, imprimez la carte que j'ai faite pour que vous puissiez visualiser le cheminement, puis annoter, puis pour voir, OK, là-dedans, dans l'horaire de répartition, sur la carte, vous allez voir, j'ai mis des indications. Borne 1, borne 2, borne 3, jusqu'à borne 14, puis borne X pour l'évaluation finale. Vous pouvez vous demander c'est quoi ça, une borne? J'ai juste repris un peu l'idée d'une carte d'un itinéraire, là, comme la borne, c'est qui marque où on est rendu sur le cheminement, sur le parcours. Une borne, ça correspond, dans le fond, à ce qui aurait été un cours en classe, physiquement, j'ose dire, dans l'ancien monde, là, tellement que les choses semblent avoir changé, basculé rapidement avec la COVID-19. Donc, pour vous donner une indication, pour savoir est-ce que vous êtes en avance, à temps ou en retard par rapport à tout ce qu'il y a à faire, je voulais avoir l'idée un peu comme d'indication cours 1, cours 2, etc. Mais indiquer cours 1, cours 2, ça pose problème parce que je ne voulais pas non plus enregistrer un cours, supposons, sur 3 heures. Ça peut être lourd. Je les ai découpés en capsules. J'y vais par thème, par sujet, pour essayer de faire des capsules plus brèves que la durée d'un cours. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que ce qui aurait été un cours dans l'ancien monde, en classe, là, dans une salle de classe, ce qui aurait été un cours peut être décomposé selon les sujets abordés, des fois en 4 capsules, des fois en 5 capsules, des fois en 2 capsules. Évidemment, les capsules sont d'une durée variable à ce moment-là. Tu sais, c'est comme l'équivalent d'un cours qui serait 3 périodes normalement, mais peut être découpé. Donc, borne 1, ça vous donne comme ce qui serait habituellement un cours, l'équivalent d'un cours, mais qui va comprendre plusieurs capsules. Puis le nombre de capsules varie selon les termes abordés. Je vous ai indiqué aussi des dates là-dedans. Par exemple, borne 1, ça correspond aux dates du mercredi 26 août au mardi 1er septembre. Selon le groupe dans lequel vous êtes, si vous regardez votre horaire officiel du collège, normalement, vous auriez eu le cours 1 entre le mercredi 26 août puis le mardi 1er septembre. Donc là, ça vous donne une idée. Ce qui est à la borne 1, ce serait comme le premier cours. Il y a combien de capsules? C'est quoi les indications? Est-ce que je les ai faites dans cette semaine-là? Vous pouvez les faire, évidemment, le jour même de la plage horaire qui est réservée officiellement dans votre grille horaire. Là. Vous pouvez le faire à ce moment-là, ça entre là-dedans, c'est planifié pour ça, mais si pour X raison, vous êtes mieux concentré de le faire à un autre moment de la semaine ou à une autre heure de la même journée, il y a cette possibilité-là, c'est libre à vous. En même temps, un des défis dans l'enseignement à distance,
c'est d'apprendre aussi à gérer la liberté que ça vous donne. Vous avez la possibilité de prendre de l'avance, si vous voulez, mais en même temps, il y a toujours le risque aussi de prendre du retard. Puis des fois, quelqu'un pourrait dire, stratégiquement, j'aime mieux pas faire au complet ce que j'aurais dû faire à la borne de cette semaine-ci, mais pour mieux me concentrer sur un examen dans tel autre cours, puis après, je vais avoir moins de stress, puis là, je vais pouvoir mieux le reprendre. Ben, des fois, ça peut être une bonne stratégie, mais des fois aussi, il peut y avoir le risque si on prend trop de retard. Donc, l'idée de borne, où j'ai mis comme des espaces comme d'une semaine, là, qui peuvent varier selon votre groupe. Puis là, j'ai tenu compte du calendrier scolaire. Des fois, il y a des fériés puis des trucs comme ça. Donc, j'en ai tenu compte dans les indications. Ben, ça vous permet de voir, OK, est-ce que vous êtes comme en temps? Est-ce que vous avez pris de l'avance? Tant mieux. Est-ce que vous êtes en retard? Si vous êtes en retard, est-ce que ça devient critique? Et donc, je vous suggère aussi d'annoter l'horaire de répartition de la matière que vous retrouvez dans le plan de cours ou encore mieux peut-être d'annoter la cartographie du cours de ce cheminement-là. Donc ça, c'est pour essayer de se donner des balises, des repères. Les évaluations aussi, ça va être un peu le même principe. Je vais vous donner les modalités très concrètes, très précises, en temps opportun. Pourquoi je ne veux pas vous donner toutes les précisions là maintenant, c'est tout simplement que si je donne des balises par rapport à certaines tâches que vous allez avoir à faire dans les évaluations, si vous n'avez pas eu l'enseignement là-dessus, ça va être stressant inutilement là, ou carrément abstrait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous donner des indications beaucoup plus claires au moment opportun. Donc, quand on va être plus proche de ces dates-là, que vous allez avoir eu des capsules d'enseignement pour déjà avoir du contenu, pour que je vous donne des exemples plus concrets en fonction du contenu. Sinon, là, ça va être juste des exemples qui vont rester abstraits pour vous. Et j'ai un peu de la même façon que je m'adapte pour que les cours puissent être écoutés au moment prévu à votre horaire, si vous le voulez, mais qui peut être écouté aussi avant, qui peut être écouté après, à un autre moment de la semaine, qui peut être réécouté plusieurs fois. Bon, de la même façon que je rends ça possible, que je veux que le design rende ça possible, ben, je vais avoir ce genre de considération-là aussi pour les évaluations. Donc, j'ai toujours essayé de donner une indication. Combien de temps aurait été alloué pour une évaluation si vous aviez été en classe? Et ensuite, un délai. Exemple comme ça, supposons pour une dissertation pendant la session. Je peux vous donner l'indication. Mes critères de correction, mes barèmes, c'est que je vous demande une tâche que normalement vous auriez fait dans un cours de 3 heures, supposons. Donc, si vous passez 15 heures sur ce travail-là, peut-être que vous vous stressez un peu pour rien. Si vous passez 15 minutes, peut-être vous pourriez le plus. Donc, je vais vous donner une indication. Mais en même temps, je vais vous donner une fenêtre temporelle plus large que la durée que vous auriez eu, supposons, en classe. Fenêtre temporelle plus large pour tenir compte des mesures adaptées, qui pourraient venir de diagnostics pour les personnes qui sont en service adapté, mais une mesure adaptée pour plein de situations. Là. La personne qui a 3 examens à l'intérieur de 2 jours pourrait peut-être vouloir avoir une flexibilité. La personne qui a à s'occuper d'un membre de la famille, personne qui a un travail ou qui a une telle contrainte, donc il va avoir une structure où, dans le fond, si je donne des fenêtres temporelles plus larges, avec un encadrement, là, il va y avoir différentes mesures là, pour baliser ça, mais à ce moment-là, ça assure une équité. Donc, c'est pas juste certaines personnes qui m'ont convaincu de leur situation problématique. Il y a une équité, je l'offre à tout le monde, mais en même temps, ben, ça peut combler plusieurs besoins qui peuvent venir de diagnostic, mais qui peuvent être juste ce qui arrive dans la vie, là, tout simplement. Il y a des contraintes des fois qui arrivent, et puis s'il y a des personnes qui n'en ont pas de besoin, ben, il n'y a pas rien de pénalisant si on réussit très bien sans avoir eu besoin d'une fenêtre plus large de possibilités, tout simplement. Donc ça, j'espère que ça vous éclaire un peu. Donc c'est un peu la notion de classe inversée, c'est tout simplement que l'enseignement,
le contenu, ça va être, dans le fond, à faire à partir de chez vous avec les capsules vidéo. Et le temps de contact en réel, en direct, ben là, ça va être plus de l'accompagnement individualisé. Et là, ça va être en fonction de vos besoins. Si vous avez des besoins sur une notion, la compréhension d'une notion, si vous avez des besoins pour une dissertation, ben là, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire un encadrement en fonction davantage du déroulement, là, puis du séquençage des apprentissages. Alors que le contenu, ben, ça va être avec les capsules vidéo. Là-dessus, il y a entre autres, il va y avoir des possibilités de rencontres Zoom. Il va y en avoir 4, minimalement 4, là, systématisés pour les groupes, l'ensemble des groupes, avant les évaluations. Puis là, vous serez invité aussi si vous avez des questionnements avant pour qu'on les traite mieux. Je vais m'organiser aussi pour que ça ne soit pas nécessairement obligatoire. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui sont dans l'impossibilité, qui aient d'autres mesures, mais en même temps, pour éviter d'être juste perdu, de se donner quelques moments, ça peut être rassurant, en tout cas pour certains. Si c'est absolument pas un besoin, je vais m'organiser aussi qu'il y ait d'autres possibilités, mais il va y avoir ces moments-là, il va y avoir possibilité d'autres suivis aussi. Beaucoup par écrit, là, en y allant simplement avec les MIO, messageries MIO. Par écrit, c'est possible d'y aller avec des trucs très, très précis aussi dans l'accompagnement, l'encadrement. Il y aura possibilité aussi de juste visioconférence, là, avec un petit groupe, avec une personne, si il s'avère que c'est plus facile comme ça que par écrit ou que par d'autres moyens. Donc, ça, il va y avoir ces possibilités-là. Donc, les évaluations, donc 2 dissertations qui préparent à la dissertation finale, qui est une dissertation aussi, l'épreuve synthèse, et 2 examens qui sont à réponse plus brève, où il y a un examen de connaissance sur des notions de base pour s'assurer qu'on comprend les notions, on a un langage commun, etc. Et un examen important qui va être vers la fin de la session, là, vous avez ça dans le calendrier, répartition de la matière, qui va être dans la cartographie du cours aussi, un examen vers la fin aussi de compréhension des théories et de leur évaluation critique. Donc là, il y a des éléments que peut-être que vous n'aurez pas besoin de développer dans des dissertations, mais que vous allez je vais vérifier votre compréhension au travers de ce type d'évaluation-là. Donc, les 2 types d'évaluation vont venir se compléter pour qu'il y ait atteinte des compétences. Donc, si je vous suggère, en tout cas très fortement, de faire imprimer le cahier avec notes de cours et exercices, qui est en format PDF, que vous retrouvez aussi sur le site du cours, ultimement, vous n'êtes pas obligé de le faire imprimer. Je n'irai pas dans votre chambre vérifier si vous l'avez imprimé, évidemment. Ça peut très bien se consulter sur votre ordinateur, sur une tablette. Bon, un cellulaire, c'est peut-être pas idéal parce que ça commence à être petit, mais pourquoi je vous recommande très fortement de le faire imprimer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de suivi qui va être fait de façon numérique. Il va y avoir les capsules vidéo, il va y avoir nos échanges qui va être par des moyens techniques qui sont époustouflants. C'est génial tout ça, là. Mais en même temps, le numérique, des fois, ça peut être... c'est pas toujours tangible. Des fois, ça aide à avoir un bon sens de la réalité pour bien se représenter les choses, même si on joue avec les idées puis des choses abstraites, puis qu'en plus, ça passe par des capsules vidéo puis des voies numériques, ben, avoir quelque chose de physique, de matériel, de tangible, ça aide aussi à éviter de décrocher, à éviter de se perdre. Donc, moi, je vous recommande fortement d'imprimer le cahier pour avoir une possibilité d'écrire physiquement, là, pouvoir écrire en même temps que vous écoutez les vidéos. Si vous préférez d'autres moyens, si vous voulez faire votre propre cahier, je sais pas, vous prendre un cahier Moleskine, puis prendre vos propres notes, puis
que le cahier qui vous serve juste sur votre tablette ou sur l'ordinateur. Vous pouvez, vous êtes libre, mais je vous encourage fortement à essayer d'avoir des traces, disons, matérielles, physiques aussi de votre cheminement. Ça aide, je crois, beaucoup pour ne pas se sentir submergé par les tâches. Rappelez-vous qu'on y va semaine par semaine, petit pas par petit pas, puis on sera rendu au sommet d'une montagne où on aura déplacé, où la montagne aura été déplacée, mais on va avoir fait le chemin si on commence par avancer. Donc, faites-vous aussi confiance et on y va calmement, paisiblement. Bonne session à tous et bonne journée aussi.